Morning News. Présenter la déclaration de politique générale du gouvernement, tel est le but du Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est passé ce vendredi devant le CNT. Aussi, nous ferons un tour au Brésil, là où les voitures, les rues et les autoroutes étaient couvertes de neige. Vous aurez plus de précisions au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, c'était là les grandes lignes de ce journal. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est passé hier après-midi devant le Conseil national de transition pour présenter la déclaration de politique générale du gouvernement. Retour sur les grands axes de ce plan d'action. Chose promise, chose due. Le 9 juillet dernier, Dr Choguel Maïga, fraîchement nommé Premier ministre, avait annoncé qu'il soumettra dans 6 semaines son plan d'action gouvernemental devant le Conseil national de transition CNT. Ce plan d'action du gouvernement Choguel Maïga inclut 4 grands axes prioritaires. L'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale sont des priorités pour les autorités transitoires. En effet, cet exercice démocratique auquel le chef du gouvernement s'adonne est décrit par l'article 15 de la Charte de la transition et l'article 78 de la transition de 1992. Cependant, les débats s'annoncent ardus quand on s'y réfère au dessin de ce plan d'action et l'aspect du temps restant. Mis à part ces contours, les membres du Conseil national de transition CNT n'ont pas de très bons antécédents avec le chef du gouvernement. Ce dernier avait jugé l'organe législatif de transition illégal et illégitime avant de changer de position à quelques jours de sa nomination. Ce souvenir jouera-t-il sur l'adoption de cette déclaration de politique générale du gouvernement? Nous le saurons certainement la semaine prochaine. Les autorités de la transition font face à une montée des revendications sociales. Les enseignants qui montent au créneau, la mort suspecte de l'agresseur du président Assimi Goïta, la sortie de l'association malienne des procureurs et poursuivants, les doutes sur une éventuelle prolongation de la transition. Le délai de grâce est-il fini pour le duo Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga? Décryptage avec Mohamed Attaher Alidou. La transition malienne cherche encore ses marques. Oui, l'exercice du pouvoir n'est jamais acquis d'avance. Ça demande de la préparation, de la vision, mais aussi la connaissance des hommes et du pays. En politique, il n'y a pas d'improvisation. Les erreurs, l'amateurisme, les tâtonnements se payent cash. Le duo Assimi Goïta et Choguel Maïga essayent comme ils peuvent de rassurer les Maliens dans la conduite des affaires de l'État. Seulement, les bonnes intentions ne suffisent pas. Les actes parlent plus que les paroles, a-t-on coutume de dire. Le Premier ministre Choguel Maïga, lors de son installation à la primature, parle, je cite, de gouvernance de rupture par l'exemple. Après 1 mois et demi de service, les revendications catégorielles refont surface. Les enseignants montent au créneau et demandent l'application entière et intégrale de l'article 39. Et le bras de fer enseignant-gouvernement est lancé et la pression ne faiblit pas. D'autre part, une coalition de partis politiques soupçonne les autorités d'une éventuelle prolongation de la transition. Vrai ou faux, la sortie du shérif de Nioro en faveur de la prolongation de la transition est venue compliquer la donne. Les politiques se bousculent, se taclent et se positionnent. La mort suspecte de l'agresseur du président Assimi Goïta a fait monter au créneau l'association malienne des procureurs et poursuivants et la référence syndicale des magistrats qui, à travers un communiqué, dénonce, je cite, « Cette mort suspecte n'honore ni l'état de droit, ni la démocratie, encore moins les acteurs de la justice. » Fin de citation. Un cadavre encombrant ironise le quotidien L'Indépendant sur le sujet. Le duo Assimi Goïta et Choguel Maïga doit rassurer les Maliens et jouer la carte de la transparence. Oui, visiblement, le délai de grâce est terminé. L'Association malienne des procureurs et poursuivants et la référence syndicale des magistrats demandent des clarifications quant aux circonstances exactes de la mort suspecte de l'agresseur du président Assimi Goïta et dénoncent aussi l'immixtion de l'exécutif dans les dossiers judiciaires. Mohamed Attaher Alidou. Rebondissement dans l'affaire du décès de l'agresseur du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
L'association malienne des procureurs et poursuivants monte au créneau et dénonce, je cite, une pire forme d'atteinte à l'indépendance de la justice et au principe de la séparation des pouvoirs. Le communiqué de la MPP est très dur et demande des clarifications quant aux circonstances de la mort du principal suspect. Les procureurs poursuivants soulignent aussi, je cite, que cette mort suspecte n'honore ni l'état de droit, ni la démocratie, encore moins les acteurs de la justice. Le communiqué demande aux procureurs de s'armer de courage pour assumer leurs responsabilités conformément à la loi, sans céder aux pressions et influences d'où qu'elles viennent. Visiblement, cette affaire est un gros caillou dans les chaussures des autorités de la transition. Notre émission En toute liberté a reçu Maître Muntaratal cette semaine. Le président du parti CNID Fassoyiri Waton s'est prononcé sur sa vision de la politique malienne et les sujets d'actualité. Aruna Salia Kone pour le décryptage. La parole est d'or et on ne parle pas quand ce n'est pas utile. Un proverbe malien que Maître Muntaratal adopte comme un credo. Homme politique de conviction et l'avocat de profession a pris la parole pour dire ce que la politique malienne est et telle qu'elle doit être. Selon Maître Muntaratal, la politique ne doit pas être un métier et ceux qui le font doivent le savoir. Je suis en profond désaccord avec ceux qui font de la politique un métier. Ils ne seront jamais des hommes libres parce qu'ils oublient que le pouvoir, c'est comme les saisons. Il change. Et quand ça change pour toi, s'il n'y a pas une activité qui puisse te faire vivre, même pendant ou après, tu deviens esclave du système, tu t'agrippes, tu acceptes tout, même les déshonneurs. La responsabilité du naufrage du bateau Mali attribué aux hommes politiques est un procès d'intention pour le président du SNID. Pour lui, chacun de nous doit assumer sa part de responsabilité. Les civils ont gouverné 25 ans et les militaires 35 ans. Sachez que depuis 1968, dans tous les gouvernements du Mali, il y avait des représentants de la classe politique et de la société civile. Sachez qu'en dehors du cas de Ibrahim Boubacar Keïta, tous les présidents du Mali l'ont été quand ils étaient jeunes. Cela signifie quoi? Que ce n'est pas la classe politique qui est en cause, c'est la gouvernance et les gouvernants. Parlant de vertu, Maître Muntaratal, loin de se justifier, met au défi ses détracteurs de trouver des casseroles qu'il aurait traînées pendant toute sa carrière politique. Je mets quiconque au défi de dire Muntaratal a touché un copec indûment dans sa carrière politique. Et j'ai ajouté, si cela arrive et qu'il est prouvé, je quitte mes fonctions politiques et je quitte la scène politique. En ce qui concerne le regroupement des partis politiques qui se dressent contre une éventuelle prolongation de la durée de la transition, Maître Muntaratal trouve qu'il défonce une porte déjà ouverte. On va se coaliser, vous avez employé les termes, pour que la transition ne soit pas prorogée. Personne n'a dit qu'il fallait proroger la transition. Puisque personne n'a dit qu'il ne fallait proroger la transition, pourquoi venir défoncer une porte ouverte? C'est tout mon problème. Moi, je cherche à comprendre. La question de la création de l'organe unique de gestion des élections divise. Pour le président du SNID, ceux qui refusent l'idée ont des arrière-pensées. Tout le monde, de façon unanime, a soutenu que le système actuel malien des élections est mauvais et que nous a conduit au pire. De façon unanime, on a soutenu que l'organe unique de gestion des élections devait être mis en place, mais certains ont dit pas cette fois-ci. Vous savez comment moi je comprends cela? Bon, laissez-nous frauder une dernière fois. Sur la question de l'assignation à résidence de Bandao et son premier ministre, l'homme de droit demande une judiciarisation de l'affaire, à défaut, leur libération pure et simple. Passionnée de dessin, Mariam Ibrahim Maïga est l'une des artistes plasticiennes maliennes qui monte en puissance ces dernières années. Artiste engagée, elle dénonce à travers ses œuvres plusieurs maux de la société. Allons à sa découverte avec Eladj Malik Guiteya. Elle, c'est Mariam Ibrahim Maïga. Sa passion pour l'art plastique n'a pas de limite.
Originaire de Gao, Mariam fait partie de nos jours des jeunes artistes plasticiens maliens qui montent en puissance. Son amour pour ce métier date, selon elle, depuis ses premiers pas à l'école. Depuis à bas âge, je dessinais. Je ne savais pas qu'il y avait le domaine art plastique et autres, mais je voulais quand même dessiner, faire des BD et autres, faire des livres pour les enfants et tout. Ainsi, après avoir obtenu son bac, elle intègre en 2007 le Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafassé Kouaté de Bamako, une opportunité pour elle de concrétiser son rêve d'artiste et son souhait de faire des livres pour enfants. Je suis arrivée au conservatoire avec un projet, c'était de faire des livres pour les enfants, parce que moi, étant à Gao, je partais beaucoup à la bibliothèque, donc je lisais beaucoup. Et à chaque fois que je lis, c'est des livres de Disney et autres qu'on avait. Et bon, ça me dérangeait un peu, donc je suis allée avec ce projet illustration de contes pour enfants. Après avoir terminé en 2012 les études au conservatoire, elle crée Team Art, un atelier de travail qui deviendra plus tard un collectif d'artistes. Mais désireuse de travailler sur des projets personnels, elle crée en 2017 Sif Art, un espace culturel. Bon, c'est après Team Art parce que j'avais d'autres projets. J'avais besoin de plus de liberté dans mes projets. Bon, j'ai ouvert mon espace Sif Art. Sif Art, ça veut dire le vestibule de l'art. C'est en Sorin. Ça veut dire Sifa. Sifa, c'est le vestibule. Et art, bon, tout le monde connaît, c'est l'art. Je n'ai pas spécifié un art, j'ai pris tous les arts. Donc c'est un endroit où on peut débattre des problèmes de la société, des problèmes de famille, des problèmes personnels à travers l'art. Abordant plusieurs thématiques, les œuvres de Mariam sont à l'image de sa personnalité, une personnalité marquée par la liberté, l'audace et l'engagement. Je n'ai pas de thématique fixe. Je parle de tout ce qui m'arrive dans la tête. Par exemple, j'ai travaillé sur l'empreinte digitale, qui est pour moi la signification même de l'unicité même de l'être humain. Cette originalité confère aujourd'hui à l'artiste une notoriété qui dépasse les frontières maliennes. Dans sa démarche artistique, la jeune artiste crée selon ses envies, ses émotions et dénonce les tares de la société. C'était en 2012. J'ai travaillé sur sous le manteau islamique. C'était le thème que j'ai développé un peu. Parce que en ce moment, il y avait la crise, les terroristes qui se prennent pour des djihadistes. Donc, je me suis dit, bon, il y a des gens qui se cachent sous le manteau islamique pour faire des bêtises. Donc, il fallait dénoncer. Malgré ses prouesses, l'artiste reste inconnu pour bon nombre de Maliens, comme à l'image de plusieurs autres plasticiens du pays. Une situation difficile selon elle. On n'est pas connu, on n'est pas considéré. Mais ça ne nous dérange pas du tout. Ça ne nous empêche pas de travailler. Si tu regardes sur Internet, à la télé, à chaque fois tu vois des activités artistiques. À chaque fois. Des arts plasticiens, des plasticiens qui se battent, des photographes qui se battent pour mettre en lumière ce qu'ils font. Mariam affirme avoir participé à une trentaine d'expositions au Mali comme dans la sous-région. Elle invite les jeunes artistes comme elle à aimer ce qu'ils font et rester patients. Le conseil que moi j'ai pour les jeunes, c'est de d'abord aimer ce qu'ils veulent faire. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, ce n'est pas facile de se sacrifier pour cette chose. On essaie de se concentrer plutôt sur le message qu'on veut passer, la créativité, sur l'amour même du métier. Et on se nourrit plus de l'amour de ce qu'on fait que de l'argent qu'on gagne. Artiste plasticienne, vidéaste et photographe, Mariam travaille aussi à l'Institut malien de recherche action pour la paix IMRAP depuis 2015. Une opportunité pour elle de mettre en valeur son art. Oui, comme le dit le poète André Chénier, l'art ne fait pas de vers, seul le cœur est poète. Oui, dans les œuvres de Mariam, il y a de la créativité, de l'inspiration, mais aussi de l'imagination. L'image du jour nous conduit à la découverte de l'île de Santorin.
Santorin est une île grecque située en mer Égée. C'est l'île la plus grande et la plus peuplée d'un petit archipel volcanique comprenant 4 autres îles auxquelles on donne parfois son nom, archipel de Santorin. Santorin constitue l'un des principaux lieux touristiques de la Grèce avec ses villages blancs à coupole bleue perchés au sommet des falaises, ses panoramas sur les autres îles et ses sites archéologiques, notamment ceux de la ville antique de Théra et d'Acrotyrie où furent retrouvées des ruines minoennes. Santorin est situé dans le sud de la mer Égée, dans l'est de l'archipel à 186 km au sud-est du cap Sounion et à 113 km au nord-est d'Héraklion en Grèce. L'actualité internationale à présent avec Fanta Diarra. Phénomène météorologique rare au Brésil. Les voitures, les rues et les autoroutes étaient couvertes de neige dans la région sud du Brésil. Après de fortes chutes de neige mercredi soir, des familles et des touristes enthousiastes ont profité de l'occasion pour jouer dans la neige, construire des bonhommes de neige et prendre des photos. Vibro. Plus de 40 villes de l'état de Rio do Sul ont eu des précipitations hivernales et au moins 33 municipalités ont eu de la neige, a rapporté la société météorologique locale. Selon elle, les vents de la ville de São Francisco de Paula ont atteint un maximum de 80 km/h, une scène rare au Brésil. Show de bola. L'État maltais porte la responsabilité du meurtre de la journaliste Daphne Galizia. Une enquête indépendante sur le meurtre à la voiture piégée de la journaliste anticorruption Daphne Caruana Galizia a révélé que l'État maltais devait assumer la responsabilité après avoir créé une culture de l'impunité. Madame Galizia a été tuée dans une explosion massive alors qu'elle sortait de chez elle le 16 octobre 2017. Le procureur pense que l'homme d'affaires Jürgen Fenech, qui entretenait des liens étroits avec de hauts responsables gouvernementaux, a organisé le meurtre. Fenech, qui attend son procès pour association au meurtre, nie toute responsabilité. Trois hommes soupçonnés d'avoir fait exploser la bombe ont été arrêtés en décembre 2017. L'un d'eux a depuis plaidé coupable dans le cadre d'une négociation des plaidoyers et purge une peine de 15 ans de prison. L'enquête menée par un juge en exercice et de 2 juges à la retraite a révélé qu'une culture d'impunité avait été créée par le plus haut échelon du pouvoir au sein du gouvernement de l'époque. Il a déclaré que l'État n'avait pas reconnu les risques réels et immédiats pour la vie de Madame Galizia et n'avait pas pris de mesures raisonnables pour les éviter. Le Japon a décidé d'étendre l'état d'urgence à 3 préfectures proches de la ville hôte des Jeux olympiques de Tokyo et de la préfecture occidentale d'Osaka. Alors que les cas de Covid-19 augmentent dans la capitale et dans tous les pays, éclipsant les Jeux d'été. Tokyo, déjà sous son 4e état d'urgence depuis le début de la pandémie, a annoncé vendredi 3300 nouveaux cas après un record de 3865 la veille. La vague commence à mettre à rude épreuve le système médical, avec 64% des lits d'hôpitaux de Tokyo disponibles pour les cas graves de Covid-19 déjà remplis en milieu de semaine. Les nouvelles mesures d'urgence seront en vigueur du 2 au 31 août, tandis que les états d'urgence existants pour Tokyo et le sud de l'île d'Okinawa seront prolongés jusqu'au 31 août, a déclaré le Premier ministre qui a annoncé les dernières mesures. Quelques 200 Afghans vont commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Un pont aérien est en cours pour les traducteurs et d'autres personnes qui risquaient des représailles des talibans parce qu'ils ont travaillé pour le gouvernement américain pendant sa guerre de 20 ans en Afghanistan.
L'opération d'évacuation des Afghans affiliés aux États-Unis et des membres de leur famille intervient alors que le retrait des troupes américaines touche à sa fin et que les forces gouvernementales luttent pour repousser les avancées des talibans. Le premier avion de 200 personnes évacuées est arrivé sur une base militaire en Virginie pour le traitement final des documents et les examens médicaux. Les Afghans se voient accorder des visas spéciaux d'immigrants leur permettant d'amener leur famille. Jusqu'à 50 000 personnes ou plus pourraient finalement être évacuées dans cette opération. Dans la page invitée d'hier, nous avons reçu pour vous une grande figure de l'univers culturel et artistique. Il s'agit de Guimba National. Suivons. Rassurez le président. Mes respects, monsieur le président. Mon ami, j'aime la France. Et votre musique, c'est quand même autre chose que ces tam-tam insupportables. Je sens qu'on va bien s'entendre. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants. Qui ça, il? Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, il voit du racisme partout. Vous faites ça aussi en France? Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage d'ailleurs. J'ai joué le rôle d'un dictateur africain dans ce film-là. Voilà. Donc SOS 117 a été réalisé par Nicolas Bedos et avec comme acteurs de très grands acteurs du cinéma mondial aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Jean Dujardin, parce qu'il s'agit de Pierre Ninin, parce qu'il s'agit de Fatou Ndiaye. Vous savez, maintenant, être artiste, vivre de cela exige une administration autour de soi. Donc j'ai une assistante qui surveille mon site, le site qui est créé à mon nom. Et donc un jour, elle surveille, comme souvent ça arrive, donc elle trouve un message adressé donc, au comédien que je suis pour participer donc, au casting de OSS 117. Je sais une chose, je n'ai pas de mérite, j'ai beaucoup de chance. Les journées théâtrales ont été initiées parce que nous pensions que le théâtre était en perte de vitesse, parce que nous pensions que ce n'était pas normal que cela se fasse, parce que je considère cela comme une espèce d'acte d'ingratitude par rapport vis-à-vis du théâtre auquel nous devons, sans aucune discussion possible, auquel nous devons l'avènement de la démocratie dans notre pays. Les hommes politiques ont beau gueuler pour dire on a fait ceci, on a fait cela, etc., etc. Ils savent tous, sans aucune contestation, que le théâtre est à l'origine de l'avènement de la démocratie au Mali. Très prochainement, nous allons reprendre à Paris donc, un texte que nous avons monté il y a quelques instants, qui s'appelle Mon frère, un texte de Daniel Pena, qui est un des plus grands auteurs et écrivains du monde, qui est vraiment un très grand ami. Et ça, nous allons le faire donc, à Paris. Et puis après, il y a un texte qu'on a joué aussi qui s'appelle Chute de neige, qui est donc un texte mis en scène par Christophe Roch. Et donc, nous allons reprendre au théâtre de Nanterre. Donc, évidemment, nous avons été contactés par d'autres personnes, mais nous attendons confirmation pour ces choses-là. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Joliba TV News. Joliba Morning News.